Je veux dire, ils attaquent comme ils veulent, ils passent par où ils veulent. Quand ils perdent, ils décident de se tirer sans s'occuper de personne. Je suis chef de guerre, moi. Je suis pas là pour secouer les drapeaux, jouer de la trompette. Salutations Vilbado et bienvenue sur cette analyse stratégique de la bataille du gouffre de Helm. Et oui, retour un peu au Seigneur des Anneaux à l'occasion de la sortie du film sur Tolkien. Le rappel habituel, on n'est pas là pour faire une critique du film, mais bien pour parler exclusivement de stratégie militaire. Il ne s'agit donc pas d'un avis sur le film. Indication supplémentaire, on analysera seulement la bataille du film de Peter Jackson, on ne fera pas de comparaison avec ce qui peut bien se passer dans le livre. Je le ferai peut-être un jour, mais pas là. Passons donc au contexte de la bataille. En défense, retranchée dans le gouffre de Helm, nous avons le Rohan, allié des elfes, qui feront face à, en attaque, des Uruk-hai de Isengard, ceci étant largement en surnombre. Bien, on peut donc commencer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser à ce qui se passe un peu avant la bataille. Et oui, parce qu'une bataille, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ou alors vous êtes vraiment dans la merde. Du coup, effectivement, le Rohan se prépare à recevoir un assaut. On peut noter qu'ils renforcent leurs portes, ce qui est évidemment une bonne chose, même si personnellement je l'aurais carrément bouché, genre j'aurais foutu une grosse masse de trucs et de machins en bois, voire même en pierre, bien proprement bien sûr, pas en vrac, sinon ça ne sert pas à grand chose. Oui, ça aurait bloqué l'entrée, mais justement, les défenseurs savent parfaitement être en sous-nombre et que leur ennemi a pour objectif d'en finir vite. Il n'y aura donc évidemment pas de siège. Et ils ne vont donc pas tenter une sortie, alors qu'ils peuvent rester bien tranquillement derrière leur gros mur. Du coup, rendre la porte impossible à franchir, ou tout du moins bien trop embêtante pour que ce soit intéressant pour l'ennemi, eh bien ça permettrait d'une part de n'avoir qu'une entrée à contrôler, et d'une autre, ce dit ennemi perdrait du temps à tenter de défoncer inutilement la porte. Autre préparation, ils foutent les femmes et les enfants dans les grottes. Alors, c'est très bien de mettre les non-combattants à l'abri, mais comme vous pouvez les faire sortir à travers la montagne, ben autant commencer tout de suite plutôt que d'attendre la défaite, sachant que vous avez en réalité peu de chances de gagner, ça leur donnerait un temps d'avance, évitant que... Mais ils n'iront pas loin, les Uruk-hai sont trop nombreux. Oui, voilà. Et enfin, dernier point d'avant la bataille, la partie morale. Et oui, encore le moral, je vais sans aucun doute en parler à chaque fois, parce que c'est vraiment un point important à prendre en compte en stratégie. Surtout ici, où tout le monde est bien conscient que ça va être une bataille tendue du cul, et où donc... Leur courage ne tient qu'à un fil. Ah, d'ailleurs, rapidement, quand Aragorn dit à Théoden d'envoyer des cavaliers chercher de l'aide, alors oui, sans aucun doute que les elfes, les nains et le Gondor ne vont pas débarquer aussitôt. Par contre, éventuellement, t'as un peu tout le Rohan, qui, en plus d'avoir bon goût d'être plus proche que ceux énoncés plus tôt, sont aussi éventuellement les premiers concernés par cette bataille. Ça ne veut pas dire qu'ils auront nécessairement des gens disponibles à envoyer en renfort, mais c'est à tenter. Mais retournons sur le moral donc. Même s'il a tort de ne pas envoyer des cavaliers, Théoden a en revanche parfaitement raison d'afficher une parfaite confiance, même si elle est uniquement de façade. Ça rassurera très clairement les hommes de regarder leur commandant et de se dire « Ah, bah il a l'air confiant, c'est bon, ça va le faire ». D'autant que non seulement il affiche de la confiance, mais en plus, il propose déjà des solutions aux problèmes futurs. Les récoltes peuvent être ressemées. Les maisons reconstruites. Ce qui indique qu'il y aura un futur, dont il se soucie déjà d'ailleurs. Bref, encore une fois, un truc positif. Par contre, s'engueuler devant tout le monde, ce n'est pas vraiment le meilleur truc à faire pour les commandants, même s'ils ont le bon goût de baisser d'un ton pour ne pas trop se faire entendre. Pareil, quand Legolas et Aragorn s'engueulent, là aussi vraiment merdique comme idée, hein. Même s'ils parlent en elfique justement pour ne pas être compris, reste que tout le monde les entend et les voit, pas génial de créer des tensions juste avant la bataille. Théoden, lui, ses doutes, il a l'intelligence de les garder pour un cadre privé. Et pour en finir sur la question morale pré-bataille, voir les elfes qui débarquent en bon ordre militaire, c'est évidemment du très bon, même si ce n'était évidemment pas prévu, ce qui à la limite est encore mieux pour redonner confiance aux troupes. Cela dit, ça montre aussi que le Rohan n'a pas envoyé d'éclaireurs pour observer les arrivées, ce qui pour le coup n'est pas génial. Voilà, passons maintenant à la bonne et vraie bataille. Et évidemment, nous allons commencer par parler de placement de troupes. Et comme je sais que vous aimez bien ça, voilà donc une petite carte.
Alors, nous avons globalement le Rohan dans la forteresse avec des archers ou autres à distance sur les murs et des hommes devant la porte. Et puis les elfes sur le mur d'extension, à la fois dessus et derrière, et que des archers. Pour commencer, sachant qu'il n'y a rien à défendre derrière le mur d'extension, eh bien je dirais qu'il est parfaitement inutile de le défendre. Les défenseurs sont peu nombreux, leur force va résider dans la possibilité de faire bloc en niant la supériorité numérique adverse. Et donc ils doivent éviter de trop s'étendre. Et il y a largement assez de place dans le fort pour accueillir tout le monde. Cela permettrait de limiter les entrées pour l'ennemi à 3 petites facilement défendables, et également de limiter leur possibilité de mettre des échelles. Du coup, évidemment, les elfes sur les murs pour profiter de leur habileté à l'arc. J'ai déjà dit que j'aurais bouché la porte principale, permettant d'immobiliser moins d'hommes pour mieux les répartir ailleurs, tout en laissant tout de même un peu au cas où. Les 2 autres entrées sont plus compliquées à boucher, mais y foutre des barricades est assez faisable. Dans tous les cas, étant étroites et couvertes de promontoires pour les archers, elles sont très faciles à défendre. Et du coup, au lieu d'un surnombre général ennemi sur tout le fort, on se retrouve avec des petites zones sur lesquelles il y a un surnombre des défenseurs. Alors, soyons clairs, avec le nombre des ennemis leur permettant d'arriver en continu, la défense finira évidemment par céder, mais elle tiendra plus longtemps ainsi. En plus, l'accumulation de troupes permet de faire tourner les combattants pour leur permettre de se reposer un peu et d'en garder une certaine partie, comme par exemple les enfants, pour apporter du ravitaillement, genre des munitions, de l'eau ou de la bouffe. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais évidemment, dans une situation aussi désespérée, prendre tous ceux qui sont aptes à porter une arme, y compris les enfants, ça s'impose. Juste qu'il vaut mieux les utiliser pour des tâches de fond, du genre ravitaillement ou messagerie, plutôt que pour le combat direct. Pour ce qui est des Uruk-hai, pas grand chose à changer de leur côté. Encore une fois, leur but est d'en finir vite, donc pas de siège à mettre en place. Ils sont extrêmement nombreux, donc ils ont juste à forcer bêtement jusqu'à ce que ça passe. D'autant qu'ils se foutent de leurs pertes qu'ils peuvent théoriquement remplacer facilement et rapidement. Entrons maintenant dans l'affrontement, et restons d'ailleurs toujours sur les Uruk-hai, qui ne passent pas directement à l'assaut tout de suite, mais qui attendent quelque peu. Plutôt malin en fait, déjà parce que ça leur permet de prendre quelques instants pour reprendre leur souffle après une longue marche et se mettre dans l'ambiance du combat, mais aussi et surtout de permettre aux défenseurs de bien contempler leur gros nombre, jouant donc sur le moral, surtout avec l'ajout du bruit des innombrables pics frappés sur le sol. Du côté des défenseurs, ils auraient dû profiter de ce moment pour tirer tout de suite, vu qu'ils semblent largement à portée, l'histoire de ne laisser ni temps ni initiative à l'attaquant. Mais non, ils se contentent de bander leurs arcs et d'attendre, ce qui est une grosse idée de merde. Encocher la flèche, oui, bander l'arc et attendre, eh ben oui, voilà ce qui se passe forcément. Et là encore, avec cette première flèche tirée, autant commencer à arroser tout de suite, plutôt que d'attendre bêtement, mais non, toujours pas. Les Uruk-hai chargent donc, et là les défenseurs se mettent à tirer, ce n'est pas trop tôt. Arrêtons-nous quelques instants sur les elfes. Je ne suis pas très convaincu par les 3 lignes d'archers sur le rempart. Les 2 lignes de derrière doivent tirer complètement au pif, en plus de risquer d'en foutre une aux copains de devant, et je ne parle même pas de ceux qui sont en bas et qui tirent par-dessus le mur. Mais bon, mettons que la magie et l'habileté des elfes, tout ça quoi. Les Uruk-hai répliquent avec des arbalètes, ce qui nous permet de voir 2 petits magnifiques et hilarants détails. De 1, un elfe tombe par-dessus le mur, ce qui n'est pas possible, parce que il y a des créneaux qui sont faits en partie pour ne pas tomber. Créneaux d'ailleurs qui sont un peu bas, peu efficaces comme défense. Et de 2, des elfes tombent derrière le mur, ce qui nous permet de rappeler que les créneaux, normalement, ça se met des 2 côtés du mur, justement pour éviter ce genre de choses. Alors, je ferai sans doute un jour une analyse détaillée des forteresses fictives, niveau capacité défensive, tout ce genre de trucs, mais là c'était juste pour noter ça au passage parce que c'est assez marrant. En attendant, faisons ici avec ce qu'on a. Ensuite, les échelles sont mises sur les murs, les elfes passent aux épées, ce qui me permet de revenir sur les 3 lignes d'archers là. Ça aurait été mieux d'avoir les lignes de derrière déjà à l'épée, et donc d'une part d'être prêt plus rapidement, et d'une autre permettant de déplacer les archers là où il n'y a pas de nécessité de corps à corps, pour qu'ils puissent continuer à tirer. Sur le haut des échelles, il y a les berserkers Uruk-hai qui ont été placés, pour directement être sur le mur. Alors, pour un paquet de raisons, c'est évidemment incroyablement dangereux, mais
Dans la mesure où Isengard se fout des pertes, ben c'est plutôt une bonne idée. Ça va foutre directement du bordel chez les défenseurs. La suite, on a Gimli debout sur le mur entre deux échelles en train de compter haut et fort son score de victimes. Alors déjà, c'est une très mauvaise position. Il y a des arbalétriers en bas, rappelons-le, ça en fait une cible extrêmement facile. Et puis, il est en réalité beaucoup plus facile pour les Uruk-hai montants de lui mettre des coups que pour lui de leur en donner. Ben oui, réfléchissez 5 secondes, vous n'avez qu'à tester, c'est bien plus aisé de mettre un coup au-dessus de votre tête que d'en mettre un juste sous vos pieds. Et je ne parle même pas de ce qui est de parer. Et ensuite, pour ce qui est du compte à voix haute, je dirais que ce n'est pas une très bonne idée. Pour le moral des autres tours, ça peut être bon d'entendre son voisin s'amuser tout en sachant qu'il élimine des ennemis. Quoique ça peut aussi vous rappeler que les ennemis sont putain de nombreux, ça dépend de votre état d'esprit. Mais quoi qu'il en soit, sur le long terme, en fait ce n'est pas une bonne idée. Parce que à la seconde où le mec va s'arrêter de compter, ben ça va signifier directement à tout le monde soit qu'il doit se replier, soit pire qu'il est mort. Dans les deux cas, c'est une mauvaise chose. Enfin bon, j'admets que c'est un peu du détail. Après, nous avons le bélier d'Isengard qui commence à grimper le pont menant à la porte, bien protégé comme il se doit, et les elfes qui tirent dessus. Ce qui est très bien, ils ont le parfait angle de tir pour ça, la forteresse a même sans doute été conçue en ce sens. Même si, en fait, c'est quand même chanceux pour les elfes parce qu'ils devraient sans doute être occupés un peu à autre chose en ce moment. Ah, puis on passe à la partie des bombes pour faire péter le mur. Plusieurs choses intéressantes à dire. Déjà, ben ça n'aurait pas été un problème avec le mur désert, comme je l'avais préconisé. Et puis, il est inutile de demander à Legolas de tirer sur le mec qui arrive avec la torche. Même s'il l'avait abattu, ben un des 300 mecs autour avait juste à ramasser la torche pour finir le boulot. En réalité, l'ordre à donner aurait plutôt été d'évacuer rapidement cette portion du mur, pour limiter les pertes. Et enfin, même si, encore une fois, Isengard se fout complètement de ses pertes, et que oui, c'est vaguement une bonne idée de ne pas trop s'écarter pour camoufler un peu le plan, quand même, n'exagérez pas, écartez-vous au moins de 2-3 mètres de la zone d'explosion, l'histoire de ne pas perdre des types complètement inutilement. Bref, les Uruk-hai passent le mur et les elfes chargent dedans. Charge dedans, oulala, non, très mauvaise idée ça. Il aurait fallu tout de suite donner le repli. Pour cette partie du mur, c'est déjà complètement niqué. Les Uruk-hai sont déjà bien passés et sont déjà sur les murs. Les elfes ne sont pas du tout assez nombreux pour les repousser et je ne parle même pas de les retenir. Là, hop, faut commencer à se barrer fissa. Pareil, pour ce qui est de Gimli qui saute du mur, ce n'est pas bien malin. Il n'allait pas faire grand chose tout seul dans la boue au milieu de 50 mecs qui avancent. Entre-temps, le bélier a atteint la porte et commencé à l'enfoncer. Alors d'une part, les défenseurs auraient déjà dû être de base collés à la porte, et d'une autre, jeter des pierres un peu plus grosses, quitte à être deux pour en lancer une seule, me semblerait plus efficace. Du côté des elfes, le repli est enfin donné. On se demandera rapidement ce que cette échelle fout de ce côté du mur. C'est quand même chanceux pour Aragorn. Et puis aussi, on notera la stupidité de partir je ne sais où, arriver une fois dans la forteresse, plutôt que de se masser là pour défendre cette position facilement défendable. Puis la porte est enfoncée par le bélier, avec immédiatement des arbalétriers qui tirent. Très bon mouvement évidemment, permettant de participer à la désorganisation des défenseurs, et permettant aux Uruk-hai de derrière de se réorganiser un peu pour passer la porte. Les défenseurs répliquent évidemment, avec des archers jusque-là logique. Par contre, sans lancier en première ligne, ça paraîtrait pourtant une judicieuse idée pour tenir les ennemis à distance. Ah, puis tiens, on a le coup du fameux commandant en première ligne. Même deux commandants en première ligne. Alors, dans cette circonstance, ça peut être bon pour le moral de voir le chef se battre avec les hommes, mais ça reste stupide parce que, eh ben oui, voilà. Et puis il faut l'évacuer derrière en plus, bravo la perte de temps quoi. Passons maintenant à Aragorn et Gimli qui passent par la poterne et sautent dans le tas pour faire gagner du temps aux défenseurs de la porte. Alors, je ne critique pas la dimension épique, ni la nécessité de gagner du temps, mais bon, évidemment, dans la vraie vie, ça serait parfaitement stupide. Même un endroit aussi étroit, le tenir à deux, c'est chaud. Ou alors, faut considérer ça comme un sacrifice. Et puis, comme il faut sauter, arriver en un seul morceau, ce n'est pas gagné. Ajoutez à tout cela que quand on leur cause derrière, ils s'arrêtent bêtement et tournent le dos à leur adversaire pour écouter.
pas bien malin tout ça. Non, ce qui aurait été plus malin, en revanche, c'est plutôt de mettre 2-3 archers sur la corniche d'où ils ont sauté pour tirer des petites flèches dans le cul des Uruk-hai. Ça les aurait déstabilisés un peu. Mais il reste que la porte est renforcée suffisamment, donc bon, la technique a marché, alors mettons. Et les orques, pendant ce temps-là, tournaient la manivelle... ils ont mis en place les échelles, quoi. Échelles, une fois de plus, remplies de bons hommes. Toujours dangereux, mais toujours une bonne idée, permettant d'envoyer rapidement des troupes là-haut. D'autant que pour ce qui est du poids pour monter l'échelle, là, ils s'en foutent, ils ont des mécanismes pour cela. Et on arrive donc au repli dans le donjon. La forteresse est donc prise par les Uruk-hai. Ils se décident enfin à faire partir les femmes et les enfants à travers les montagnes, et puis ils prennent la décision de faire une putain de sortie épique, parce que pour la mort et la gloire. Et non, ce commentaire n'est pas du tout de l'ordre du récit, mais bel et bien quelque chose de réaliste. Et oui, ils ne sont plus très nombreux, ils ont déjà perdu, de toute façon ils vont mourir et il faut gagner du temps pour les femmes et les enfants. Tant qu'à faire, autant finir en beauté, hein. Ce n'est pas du tout idiot. C'est d'ailleurs déjà arrivé dans notre monde. On peut citer par exemple Alésia, où les Gaulois complètement affamés ont tenté une sortie finale. Le tout accompagné ici d'un bon gros coup de corps, gonflant à la fois le moral des survivants et pouvant un peu déstabiliser celui des assaillants, qui pourrait se dire « Putain, ils résistent encore, ce sont des putains de malades !» combiné à l'effet de surprise de la charge. Petit détail, Aragorn fait très bien de ne pas mentionner les paroles de Gandalf qui avait plus ou moins promis du renfort. Là, à ce stade, les défenseurs sont déjà dans l'idée de « on va crever ». Leur donner un petit espoir incertain maintenant serait plus nocif qu'autre chose. Parce que si Gandalf ne venait pas, la déception serait d'autant plus énorme, d'autant qu'Aragorn ne sait pas exactement ce que Gandalf a prévu et donc n'est pas certain de son arrivée. Et du coup, finalement, Gandalf arrive effectivement bel et bien, redonnant un bon renfort de morale aux défenseurs survivants et permettant avec les renforts des Homères de gagner la bataille. Bon, soyons honnêtes et notons tout de même que charger à cheval sur une pente aussi abrupte, c'est surtout incroyablement casse-gueule plus qu'autre chose. Et notons aussi que charger l'ennemi avec le soleil dans le dos, c'est évidemment une très bonne idée. Même si ici, ce n'est sans doute pas intentionnel ou alors de l'ordre de la magie, mais ça reste tactiquement une bonne chose à faire. Précisons que les Uruk-hai y ont répondu proprement, c'est-à-dire en leur présentant une belle formation de pique. Bon, ça n'a pas marché, mais c'était la seule chose qu'il y avait à faire de leur côté. Éventuellement, peut-être, plutôt que de former une ligne, former un demi-cercle concave pour diminuer l'impact de la charge en ramenant les cavaliers sur du plat, plutôt qu'en fin de descente. Et puis ça aurait permis d'avoir plus de combattants au contact direct, et d'encercler un peu les hommes des Homères. Il ne me reste plus qu'une toute petite dernière chose à noter, même si en temps normal poursuivre les ennemis fuyants pour en tuer le plus possible, surtout quand on dispose de cavalerie, c'est évidemment une très bonne idée. Ici, ça semble effectivement plutôt une meilleure idée encore de ne pas s'aventurer dans une forêt qui est soudainement apparue en une nuit. Je vous laisse deviner pourquoi. Et bien voilà, nous en avons donc fini avec cette bataille. Globalement, celle-ci était en termes stratégiques bien meilleure que celle précédemment analysée, hein. Vous l'aurez compris, les modifications à apporter n'étaient souvent que de l'ordre du détail. Il ne me reste plus qu'à passer aux habituelles youtuberies, laisser un pouce bleu, commenter, donner la stratégie que vous auriez employée, et puis le plus important, partager surtout un maximum la vidéo pour permettre de faire grandir la chaîne. Et puis bien évidemment, abonnez-vous et venez nous rejoindre sur Discord pour causer de jeux de rôle autour d'une bière. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire salut et à plus pour la prochaine bataille.